35 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est le nombre de gens qui sont touchés par le sida dans le monde. Donc rendez-vous compte, c'est à peu près la moitié du pays dans lequel on vit. Du coup, dans un milieu comme le M-Lyon où finalement on est assez éloigné de ces problèmes, on pourrait penser que le sida c'est quelque chose qui va toucher des populations pauvres dans les pays moins avancés qui ont peu, voire pas du tout d'accès aux préservatifs et à des conditions de vie décentes. Néanmoins, dans des pays comme la France, en 2012, on a 200 000 personnes qui sont atteintes du sida, dont 50 000 qui ne sont même pas conscients d'être atteints de la maladie. Donc du coup, il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau préventif également. Et c'est également pour cela qu'on a fait venir nos invités aujourd'hui. Bienvenue à vous d'ailleurs et merci beaucoup d'être venus. Au niveau de la recherche également, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits dans les 10 dernières années. Si on prend une région comme l'Afrique, le nombre d'infectés du sida a diminué de 40% entre 2001 et 2012. Donc du coup, on peut voir que la prévention et la recherche ont vraiment fait un travail exceptionnel. Et donc c'est notre premier invité, donc le docteur Andrea Cimarelli, qui va être particulièrement habilité à nous présenter les progrès de la recherche contre le sida et à répondre à vos questions bien sûr. Donc pour le présenter rapidement, après avoir décroché son doctorat en Italie, il a travaillé pour un chercheur à l'Université de Columbia à New York. Et aujourd'hui, il est chercheur à l'École normale supérieure de Lyon. Et il travaille sur, donc je cite, l'interaction hôte pathogène lors de l'infection lentivirale. Bon, plus clairement, il va nous parler donc, de la relation entre le VIH et certaines cellules qui ont un rôle clé dans la régulation du système immunitaire. Je vais passer la parole à Paul qui va vous présenter la seconde invité. Oui, alors, d'autre part, le VIH, c'est un virus qui est encore trop peu connu. Peu de gens savent réellement ses modes de transmission, peu de gens connaissent réellement ses conséquences, et ce pour la bonne et simple raison que finalement le VIH est un sujet tabou. Alors comment l'attraper, comment le transmettre, comment vivre avec, ce sont des questions que beaucoup de gens se posent encore. Et ces questions sont aussi à l'origine de l'épidémie, car celui qui ne connaît pas la maladie ne peut s'en prémunir. Et donc on peut aussi parler d'exclusion. Et s'il est aujourd'hui possible, à l'aide de lourds traitements avec de lourds effets secondaires, de vivre avec le virus du sida, la maladie apporte encore souvent la solitude, la dépression ou l'isolement. Et donc il est question aussi de savoir comment on peut vivre avec cette maladie et finalement s'il est simple de trouver quelqu'un, de vivre simplement, d'avoir des relations humaines saines et simples lorsqu'on est séropositif. Et c'est pour ça qu'il est important d'être sensibilisé sur le VIH et le sida. Je fais une chorégraphie. Il est aussi important Finalement, il est aussi important de mieux connaître son importance sociale, et c'est la raison pour laquelle nous accueillons Anne-Laure Nicot, qui depuis de nombreuses années porte deux combats. Alors d'abord, le combat d'élaborer, d'animer des séquences d'information, de formation et de sensibilisation au virus du sida dans les établissements scolaires et hospitaliers. Mais aussi, vous cherchez à apprendre aux jeunes et aux moins jeunes, et ceux qui sont désireux de mieux connaître le virus, de savoir comment l'appréhender. Et ensuite, votre combat qui est sans doute le plus exemplaire, est celui du fait que vous luttiez contre le virus du sida, puisque vous êtes séropositive, que vous avez contracté le virus in utero, qui vous a été transmis par votre mère. Et donc nous sommes là aussi pour écouter vos combats et pour apprendre, pour nous battre contre les préjugés. Et soyez donc certains que tous deux vous nous apporterez un savoir qui nous est essentiel. Donc je laisse la parole à mes camarades qui vont commencer le débat. Est-ce que ceci est nécessaire? Vous m'entendez quand même? Oui. Ça va. Alors, pour rebondir, interaction hôte pathogène, ça veut dire on essaye de comprendre comment le virus interagit avec les cellules, finalement. C'est si bête que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu quelle est l'action, qu'est-ce que fait SIDAction. C'est une association très importante de lutte contre le sida en France.
son apport à la recherche et au suivi, à tout ce qui est autour du sida. Et puis, puisque le format était plutôt libre, j'ai choisi de ne pas vous présenter ce que je fais. Donc, molécules, protéines, non, pas ça en fait. Hein. J'aborderai les grandes questions qui restent à faire. Pourquoi c'est si difficile de lutter contre le sida, contre l'HIV d'abord, contre le virus, et pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui un vaccin. Alors, SIDAction. Non? Clavier. Clavier. Allez. Là, je vais passer. Alors, SIDAction est la seule association française de lutte contre le sida en France qui finance la recherche et différents aspects de recherche contre le sida. Et en effet, c'est écrit marceau blanc. L'objet social de SIDAction est d'abord de récolter, de collecter de l'argent, de donateurs, de vous, etc., pour accomplir ce but, donc financer la recherche contre le sida. Alors, comment ça marche, hein, en fait, on m'a expliqué de vous donner un peu un aperçu de comment ça marche, en fait. Il y a le grand événement de l'année qui est SIDAction Média, qui a lieu le 4, le 5, le 6 avril cette année. On va là-dedans, on appelle les gens et on leur demande s'ils veulent donner de l'argent. Ce qui est très bien, c'est une action importante. Et puis nous avons les grands donateurs. Il y a un pointeur ici? Non? Peut-être? Non. Bon, peu importe. Les grands donateurs, des événements spécifiques. Si vous êtes à Paris, il y a les Cliniques de la mode, les chefs solidaires, etc. Si vous êtes à Lyon, il y a beaucoup moins, mais bon, Paris est Paris. Et puis il y a des actions menées tout au long de l'année sur le marketing et sur le web. Alors, une fois que l'argent est collecté, il est réparti en deux grands morceaux. 50% pour le financement des programmes médico-scientifiques de recherche fondamentale, clinique, et l'autre moitié, le financement au programme de prévention et d'aide aux malades. Ici, pour l'année 2013, je vous montre un peu des chiffres, hein, c'est important, vous êtes IM, vous êtes habitués aux chiffres. Okay. Donc, on finance pour les programmes scientifiques donc, du matériel, dont nous, chercheurs, on a besoin de travailler tous les jours, mais on finance aussi du personnel, des doctorants, des postdoctorants, des médecins, des pharmacistes, des biologistes en fait. Puisque, une fois que vous avez l'équipement, il faut des gens qui savent l'utiliser, des spécialisés. Et pour l'année 2013, SIDAction a donné aux aides, tout confondu, programmes médico-scientifiques, 3,6 millions d'euros. L'autre moitié a été reversée à un programme de prévention et d'aide. Vous voyez là, 121 programmes d'aide aux malades en France. Une des caractéristiques aussi de SIDAction, c'est d'aider à la recherche aussi dans les pays en développement. Vous avez entendu, la plupart des patients atteints du sida et infectés par le VIH se trouvent dans ces pays-là. Nous n'allons pas évoquer le passé colonialiste, le rôle que la France a eu en Afrique, mais bien. 40 000 personnes ont été mises sous traitement, la plupart dans des structures en Afrique, grâce aux fonds qu'on collecte tout au long de l'année ou à travers le SIDAction. Alors, comment ça marche? Vous êtes chercheur, vous êtes un organisme d'aide aux malades, vous déposez une demande auprès de SIDAction, et cette demande est examinée. Est-elle pertinente? Est-elle importante? Est-elle relevante pour faire avancer notre connaissance sur le domaine? Alors, je vais vous parler plutôt de comment la partie recherche fondamentale est évaluée, puisque c'est de ça que je m'occupe en fait. Donc, comme j'ai évoqué auparavant, il y a deux dispositifs de financement, de soutien à la recherche fondamentale. L'aide aux équipes, donc on paye le matériel dont on a besoin, et l'aide aux jeunes chercheurs, les personnes qui travaillent avec. Ces demandes sont examinées par un comité scientifique et médical, vous pouvez me reconnaître la souriant au milieu, où effectivement, et ça c'est la spécialité de SIDAction, il y a un comité multidisciplinaire. Il y a des gens qui travaillent comme moi sur des trucs un peu exotiques,
la relation hôte-pathogène. Il y a des gens qui travaillent, comme la personne tout au fond, vous pouvez le remarquer, lui il travaille sur la structure d'une protéine, à un niveau atomique. Mais il y a aussi des sociologues, des anthropologues, qui examinent les autres aspects de la lutte contre le VIH. Et c'est vraiment une richesse très, très, très importante qu'on a au sein de SIDAction. Et puis on finance les chercheurs. Ici on a 2 petits jeunes de vingtaine d'années, bon, ça arrive aussi de financer des trentenaires quand même, et le matériel qui est tout le contour derrière. Alors la recherche fondamentale est celle qui coûte le plus, et donc c'est un rapport au financement, c'est celle qui est financée le plus. Mais il y a des aspects de recherche clinique auxquels SIDAction est associée, qui sont très importantes. Et il y a aussi tous des aspects recherche en sciences sociales, que je ne vais pas évoquer ici, sont tout aussi importantes au sein de SIDAction, et SIDAction les finance de manière très très active. Alors, il y a aussi d'autres actions qui sont peut-être de contour, mais tout aussi importantes, puisqu'on ne parle pas beaucoup du VIH en France, je trouve, mais après on va vous poser des questions, en tout cas, on a décidé comme ça. Donc il y a des actions de promotion, valorisation de l'excellence dans la lutte contre le VIH, et SIDAction a installé depuis quelques années, vous pouvez le voir là, des actions dans lesquelles on valorise l'excellence scientifique, soit des jeunes chercheurs, donc des personnes qui font la recherche, soit des équipes de recherche qui, dans leur totalité, font avancer la recherche contre le VIH. Et puis il y a les visites au laboratoire dans lesquelles on essaye d'appeler surtout les grands donateurs, c'est qui viennent avec des chèques quelques zéros, après le 1, le 2, le 3, pour leur montrer en fait d'où va leur argent, pourquoi et sur quoi on travaille. Donc on essaye d'approcher la société des laboratoires. Mais ça va aussi à l'inverse en fait. On essaye de... on parle souvent à la recherche fondamentale d'un clivage entre société civile, enfin vous par exemple, vous n'êtes pas biologiste j'imagine, non ? Et nous les chercheurs, de l'autre côté, on ne se parle pas, on ne parle pas le même langage, enfin là oui quand même, mais pas trop. Et donc, et ça on le voit pour le sida, on le voit pour la recherche en général. Donc une des actions que SIDAction fait, spécifiquement sur le VIH, c'est de rapprocher les deux, la société et nous, les chercheurs. Et ça va dans tous les sens. Par exemple, la Convention nationale des acteurs contre le sida, dont SIDAction est une partie très importante aussi, et l'Université des jeunes chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'Université des jeunes chercheurs? Alors, vous reconnaissez peut-être ici le prix Nobel, c'est un Français, enfin une Française en fait. Françoise Barré-Sinoussi, qui a eu le prix Nobel en 2008 pour la découverte du virus VIH. Vous savez ça, n'est-ce pas? Bon, c'est très bien. Donc, dans cette université de jeunes chercheurs, on fait venir des aides-soignants, des chercheurs, des gens de tout horizon, mais surtout des chercheurs. Et l'idée, c'est de montrer aux chercheurs qu'il y a un autre aspect de la lutte contre le virus, qui est sociétal finalement. Et donc, on prend des chercheurs, on les met en contact avec des gens qui ont la maladie, qui se confrontent à elle tous les jours, ou qui sont dans les hôpitaux et donc ils voient les patients. Et l'idée, c'est effectivement de créer des passerelles entre chercheurs, donc vie dans un laboratoire. Moi, toute ma vie, je la passe dans un laboratoire. J'ai normalement une barre comme ça, je me le suis enlevé aujourd'hui pour vous. Et il y en a d'autres comme ça. Et donc, cette action créée et soutenue fortement par SIDAction vise effectivement à créer des échanges, des liens. Et vous pouvez voir, il y a des gens qui viennent de tous les pays, et surtout, il y en a beaucoup d'Afrique en fait, puisque c'est là qu'il faut mettre un accent très fort. Alors, quand j'essaie de parler sur le VIH, il y a toujours le dicton de Gaulle, non? Il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent, chercheurs qui trouvent un truc. Voilà. Et effectivement, si on y pense, pourquoi on n'a pas de vaccin contre le VIH?
Il y a des vaccins contre la polio, d'autres maladies, d'autres virus, d'autres bactéries. Eh bien, vous savez pourquoi? Si, on cherche. Activement. Hypothèse peut-être. Hein? On cherche beaucoup. Alors, le problème, c'est que les vaccins qui marchent aujourd'hui sont simples. On prend l'agent pathogène, un virus, une bactérie, on l'inactive à la chaleur ou avec d'autres moyens, on la réinjecte, ça marche, vous êtes protégé. Eh bien, le VIH est un peu plus intelligent que ça ne marche pas. Et il y a eu des tests, des essais cliniques, etc. Ça ne marche pas, c'est plus difficile. En fait, le VIH nous confronte tous les jours avec nos limites, les limites de la connaissance, la recherche fondamentale. Relation pathogène, c'est ça que je fais, mais d'autres choses aussi. Alors ici, je vous ai présenté une vision de ce qui étaient les grandes avancées dans la recherche contre le VIH, dans le traitement du sida, pour la société. Et en bas, il y aura l'apport des laboratoires, de la recherche fondamentale. Alors, découvert dans les années 80, isolé en 83, prix Nobel 2008, Françoise Barré-Sinoussi. C'est en 87 qu'on a, donc du 81 à 87, il n'y avait pas de traitement. Les gens connaissaient très bien ce que c'était le VIH. Enfin, au cours des années, pas tout de suite, bien évidemment. Et on savait que c'était une maladie mortelle, on mourait. Il n'y avait pas de traitement. 87, premier inhibiteur, la ZT. 96, et enfin, au fil des années, mais bon, en 96, on a introduit un cocktail de drogue qui marche très bien. Le HAART, highly active, bon, c'est en anglais. Vous parlez anglais, non? Highly active antiviral therapy. Et puis, c'est en 2009, le premier patient guéri, le patient de Berlin patient, officiellement guéri. On peut peut-être rentrer plus dans le détail sur comment ça s'est passé, un cas de chance, finalement. 30 millions de personnes infectées, une seule personne guérie en 2009. Ça veut dire que quand même, il y a un souci. Et le deuxième, le bébé de Mississippi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un enfant né au Mississippi, donc aux États-Unis, qui avait attrapé le virus qui s'était infecté au cours de l'accouchement et qui a été traité tout de suite, dès les premières heures de vie, par des drogues très très puissantes. En fait. Et pour l'instant, bon, c'est encore trop tôt pour en crier victoire, mais cette prise en charge hyper rapide a été vraiment le facteur clé pour ce bébé, en fait, pour empêcher ou limiter et puis éradiquer le virus de son système immunitaire. Alors, ça, c'est pour la société. Alors, pour nous, en recherche, eh bien, tout ce que vous voyez là-haut vient finalement de ce qu'on a fait, nous, avec un langage totalement incompréhensible, sur des choses totalement petites, finalement. On ne prend pas le virus, on le dissèque, on le coupe, et on regarde un seul morceau. Eh bien, avec ces seuls morceaux, même dans un tube, dans une éprouvette, on essaye de chercher, et c'est comme ça que les premiers inhibiteurs, même le deuxième et le troisième, ont été trouvés, en fait. Hein. Donc, en décortiquant de manière, dans la recherche fondamentale, des protéines, en étudiant la structure, comment une protéine était pliée ou repliée. Et je ne vais pas peut-être rentrer trop dans le détail, on découvre de plus en plus des choses. Bon, il y a des patients qui sont en mesure naturellement de contrôler l'infection par le VIH, il n'y en a pas beaucoup, très peu d'ailleurs. Mais il y en a. Ce qui veut dire que finalement, il y a des personnes qui peuvent contrôler. Donc il est possible naturellement de contrôler le virus. Mais puisque la majorité n'a pas cette possibilité, donc il y a des différences. Et ça revient à la différence entre les personnes en fait. Hein. Pourquoi vous êtes blonde et vous non, etc. Et bien, pourquoi telle personne contrôle le VIH
Et donc, ce que nous faisons à la recherche fondamentale est d'essayer de gratter la surface, toujours en allant vers le plus petit, en essayant de comprendre ce qui se passe, pour aller vers la société, vers des traitements qui marchent, ou vers peut-être la création d'un vaccin, pourquoi pas. Alors, normalement, on me dit, pourquoi c'est si difficile, hein? C'est pas seulement des Gaulle, là, je ne l'ai pas connu, mais d'autres. Alors, pourquoi c'est si difficile? 2 raisons, 3 finalement. Contrairement à d'autres virus, le VIH mute, change de peau finalement. Et le fait d'une manière exemplaire et d'une manière qui est très impétente pour nos défenses, en fait. Puisque, je le verrai après, je vous le montrerai après. De plus, le VIH s'installe dans certaines cellules et là, il devient silencieux, dormant. C'est ça qu'on appelle l'état de latence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire latence? Que le VIH est là, mais il ne fait plus rien pendant un certain temps. Et dans ce cas-là, il n'y a rien que vous pouvez faire pour le combattre, en fait. Puisqu'il est là, silencieux, personne ne le voit et personne ne l'attend. Alors, imaginez-vous le virus. Dans les premiers... Donc, un seul virus arrive, il se replique, dans le premier mois, il se replique d'une manière énorme, des milliers de fois. Il change de peau, donc il mute, un lexicon plus de recherche. Vous pouvez le voir là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire est bien sûr capable de combattre le virus, et il le fait avec beaucoup de virus, l'influenza, etc., etc. Prenons l'exemple des anticorps. Les anticorps sont des molécules. Est-ce que vous avez une idée, au moins une base, quand je parle d'anticorps? Enfin, un gros mot quand même. Les anticorps, un des composants clés des défenses immunitaires. Eh bien, les anticorps peuvent bien reconnaître le virus d'origine, et d'ailleurs ils le font. Mais le temps que cet anticorps soit produit et reconnaisse le virus d'origine, le virus a déjà muté. Ces anticorps-là marchent plus, c'est fini. Le virus échappe. Et donc il réplique bien, c'est pour ça que le système immunitaire n'arrive pas tout seul à le contrer. Et alors, qu'est-ce que nous faisons ça? Qu'est-ce que nous faisons, enfin pas moi spécialement, mais des gens qui s'occupent de la recherche vaccinant? Eh bien, un des buts, en fait, d'essayer d'induire des anticorps qui ne reconnaissent pas les parties variables, mais reconnaissent des parties constantes, qui sont partagées par tous ces virus-là, par tout ce qu'on appelle une quasi-espèce. Et techniquement, c'est très dur, et effectivement, ça va à la limite de notre savoir-faire aujourd'hui. Mais bien évidemment, il y a beaucoup d'efforts là-dessus, et c'est très prometteur. Qu'est-ce que c'est le réservoir viral? Eh bien, le virus arrive, va dans cette cellule-là, et reste là, c'est le petit point rouge. Le système immunitaire ne va pas le voir. Et effectivement, ça, on l'a montré dans plusieurs, centaines de patients infectés, traités. On peut, avec le traitement, ralentir ou, disons, arrêter la réplication du virus. Mais le virus ne s'en va pas pour autant. Il reste dans ces endroits-là, qu'on appelle le réservoir viral. Et quand on enlève en effet le traitement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le virus se réveille et est réplicateur. C'est là un des sujets très très délicats en recherche fondamentale. Essayez de savoir. Donc on peut traiter le virus, mais on n'arrivera jamais à s'en débarrasser tant qu'on ne se débarrasse pas de ces cellules-là, de ce qu'on appelle le réservoir viral. Et donc, un des efforts du domaine, en fait, de la recherche contre le VIH, c'est d'essayer d'identifier ces cellules-là qui abritent le virus de manière silencieuse et d'essayer de l'éliminer. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à finalement éliminer ou à traiter les personnes infectées et à éradiquer le virus dans ces personnes. Alors tout ça pour vous dire, oui, enfin je ne sais pas si c'était clair ou pas, il y a des questions clés, il y en a plein en fait, des questions clés. Le VIH, le virus, nous confronte en fait tous les jours avec ce qu'on ne sait pas.
Et c'est donc petit à petit qu'on avance, qu'on y arrivera, c'est certain. Alors, tout ça pour dire et pour relier le tout, ce qui fait SIDAction, ce que doit être fait pour la recherche contre le VIH. Il y a une partie recherche fondamentale et clinique, c'est le traitement de la personne, la compréhension de comment le virus agit, le système immunitaire aussi, mais il y a un aspect sociétal très très important en fait. Il y a un aspect de prévention, ça a été évoqué avant, accès aux soins, même en France où on a tout pour réussir, il y a encore 6000 cas détectés par an. C'est vraiment incompréhensible. Non, enfin, il y a des raisons, bien évidemment, mais c'est ici où on n'y arrive pas, vous imaginez, dans d'autres pays à ressources très très limitées. Mais on va vous poser des questions pour cela. Donc, merci pour cette invitation. Je vous rappelle encore qu'il y a bientôt, enfin, c'est quand, c'est dans 2 jours, hein, l'événement clé de l'année pour le succès de SIDAction, pour le succès de tout ce qui en découle en fait, de la recherche, de la prévention, des traitements, etc. Et cette année, on célèbre le 20 ans d'existence de SIDAction. Donc, je vous remercie. Je vous rappelle au cas où le numéro à appeler. L'investissement personnel va même au-delà des dons. On peut bien sûr même faire partie des personnes qui, de l'autre côté du fil, appellent et cherchent des donateurs. Et ça, c'est aussi très, très important. Donc, je vous remercie pour votre attention. On aura certainement des questions à évoquer. On en discutera après. Peut-être après le deuxième, je ne sais pas comment. Est-ce que vous m'autoriseriez à reprendre votre petite frise qui part de 81? Bien sûr. Je peux? Moi, je n'ai pas prévu de support visuel. Ah. Voilà, super. Voilà. Merci. Avant de commencer, je vais reprendre parce que du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous raconter mon histoire. Et à travers justement cette frise, vous allez voir, ça va être très clair sur justement en quoi le lien justement entre ces chercheurs qui sont enfermés dans leur laboratoire avec leur barbe et puis ces patients voilà, qui sortent de l'hôpital pour le coup et qui vivent très bien. Mais avant, je voudrais revenir sur la présentation de Paul, c'est ça tout à l'heure, parce que donc très bonne présentation, merci beaucoup. Simplement préciser une chose, je voudrais vous donner une autre partie de ma présentation, parce qu'il se trouve que, oui, je suis séropositive de naissance, mais c'est pas ma carte d'identité. D'accord ? Voilà, c'est pas écrit sur ma carte d'identité, je suis bien plus que ça. Je suis avant tout Anne-Laure Nico, voilà, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je suis aussi une professionnelle, donc je suis éducatrice spécialisée, je suis formatrice et essentiellement dans le domaine de la psychosociologie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je fais également du théâtre, j'ai un conjoint, voilà, nous vivons ensemble, j'ai encore mes grands-parents, j'ai des amis. J'aime beaucoup sortir, voilà. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste de mon profil, mais tout ça pour dire que c'est pas écrit sur notre carte d'identité qu'on est séropositif, c'est pas non plus écrit sur notre visage, notre physique, contrairement à certaines idées reçues. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Moi, je vis en région parisienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Île-de-France, tout le monde, sans exception, connaît une personne séropositive. Ne le sait pas forcément, mais connaît une personne séropositive. C'est-à-dire qu'il y a une telle concentration de personnes séropositives en Île-de-France que c'est peut-être votre boulangère, c'est peut-être votre voisin, c'est peut-être votre camarade de classe, c'est peut-être la dame qui fait l'accueil, c'est peut-être la femme de ménage, peu importe. Mais tout le monde connaît une personne séropositive et ne le sait pas nécessairement. Donc ça, quand on dit que ça touche tout le monde et que tout le monde est concerné, c'est une réalité. Et c'est vraiment pas écrit sur nos visages parce qu'on vit tout à fait normalement. D'accord ? Avec le bémol quand même,
de l'accès aux soins, parce que quand on a accès au traitement, on vit quand même beaucoup mieux que quand, on n'est pas dépisté et qu'on ne sait pas si on est séropositif ou séronégatif, et de deux, si on n'a pas accès au traitement ou si on refuse l'accès au traitement pour les personnes qui savent qu'elles sont contaminées. Ça, c'est des réalités très, très concrètes, mais c'est ça. Pour reprendre donc pour la petite histoire avec cette frise, qui me plaît bien. Moi, je suis née en 88. Donc, vous voyez, sur la frise, je suis en plein milieu. Voilà, en 88. Ma mère n'a pas fait un bébé toute seule, vous imaginez bien. Donc, sa génération, c'est avant 88, c'est avant 87. Effectivement, j'ai été contaminée par ma maman à l'accouchement, qui elle-même a été contaminée, c'est l'histoire, elle-même elle a été contaminée par mon père, par voie sexuelle, d'accord. Donc à l'époque, on n'a pas le réflexe préservatif, il faut se mettre ça en tête, c'est pas forcément le... Et mon père lui-même a été contaminé en prison via la loi. Donc on a dans la famille toute l'histoire des contaminations possibles, en gros pour faire peu. Mais c'est cette réalité-là. On est donc bien avant les premiers traitements. Donc, mes parents, ma mère est enceinte, ils apprennent leur propre séropositivité pendant la grossesse. Donc, avant, ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont contaminés par le VIH. D'accord ? Il y a eu des prises des risques, ils ont été contaminés, ça, voilà, ça c'est fait, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils l'apprennent. Donc, grossesse 87. Juillet, grossesse 87, ils l'apprennent, il n'y a pas de traitement. D'accord ? Donc eux n'ont pas accès à des traitements, très bien, et ils se disent, tiens, notre enfant, il y a quand même une forte probabilité que notre enfant soit contaminé, puisqu'à l'époque on était quand même sur du 50-50, c'était voilà, pour les accouchements, avec certains professionnels de santé, je dis bien certains, c'est pas une généralité, qui encourageaient aussi les femmes à avorter. Du coup, il y avait un risque de contamination et une réelle mortalité infantile et aussi mortalité liée au VIH et du coup au développement du sida chez les parents. C'est pas les conditions idéales un enfant élevé orphelin. Donc, il y a toutes ces raisons aussi d'un point de vue sociétal qu'il faut avoir en tête. Ça n'a pas été le cas, mes parents ont décidé de me garder. Voilà, ils ont décidé de me garder. L'accouchement quand même de ma mère s'est fait dans des conditions un petit peu particulières parce que du coup, l'état de la recherche était ce qu'il était, mais l'état des connaissances et des formations des professionnels de santé eux-mêmes était quand même limité. Donc beaucoup de préjugés, beaucoup d'inquiétudes sur les risques de contamination. Est-ce que si on touche juste le corps, voilà, quels sont les moyens de transmission? C'était pas tellement au clair pour tout le monde à cette époque-là. On en est bien là. Donc, personne n'a touché ma mère, personne ne m'a touchée. Je suis née avec des pinces. C'est quand même un autre contexte. Alors, imaginez-vous, remettez-vous maintenant dans un contexte tout à fait ordinaire, en dehors questions VIH, etc. Une femme enceinte, on la cajole, voilà, le bébé, on est dans du maternage, on est quand même dans le toucher, le rapport au corps, etc. Là, non, surtout pas. Si on avait pu mettre des grilles, ça aurait pu être le cas. D'ailleurs, à l'époque, il y a eu des cas d'école comme ça d'enfants qui étaient accueillis en crèche ou en maternelle, je ne sais plus, et qui étaient isolés des autres enfants dans des cages en verre. C'était la réalité. Vous ne l'avez pas connue, mais c'était cette réalité-là. Donc je nais dans ce contexte-là. Je suis les premiers temps, en fait, on ne sait pas si l'enfant va être contaminé ou pas, comme je vous disais, surtout à l'époque, c'était un peu poker, puisque du coup, alors moi j'ai pas les termes médicaux, mais en gros, le sang de la mère et de l'enfant sont encore mélangés.
Oui. associés. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas dissociés et du coup, voilà, on ne peut pas encore faire la distinction. Bref. Les mois passent, donc je suis bel et bien contaminée. Il n'y a toujours pas de traitement. Je vous rappelle que je suis de 88, là 87, mais il y a cette idée qui commence à surgir. Mon médecin traitant, j'ai eu de la chance, je suis née à Nice, je suis une niçoise, et médecin très très sensibilisé à la question de la séropositivité et notamment des enfants qui naissaient avec le virus. Donc ça c'est très important parce que il y avait, je crois en France si je ne me trompe pas, 3 villes qui étaient vraiment, on va dire un peu plus sensibilisées à ces questions, c'était Paris, Bordeaux et Nice. Voilà. Donc, coup de chance, je finis là. Et mon médecin, à l'époque, il se trouve que c'était aussi ma voisine, tous les jours, elle frappait à la porte de mes parents pour dire « mettez-la sous traitement, mettez-la sous traitement, mettez-la absolument sous traitement ». Alors, ils disent, bah oui, c'est une évidence, faut le mettre sous traitement, ce bébé, on ne sait pas ce qui va devenir. Bah oui, mais c'est quoi ce truc-là, la DT, là? C'est quoi ce truc chimique qu'on va injecter à mon bébé qui n'est pas plus grand que ça? Faut se mettre à la place de parents, compliqué de prendre une telle décision. À l'époque, on n'a aucun recul pour savoir quels vont être les effets secondaires aussi des traitements. Donc, on va nourrir un enfant avec des produits chimiques pendant X et X années, sans avoir de visibilité sur son efficacité, sur les effets secondaires potentiels, etc. Décision difficile, ils ont craqué, heureusement, donc j'ai été mise sous traitement. Donc j'ai la chance, j'étais mise sous traitement en 89, donc j'ai la chance d'être sous traitement depuis 24 ans. Voilà. Donc je fais partie aussi des premiers enfants nés séropositifs qui ont connu tout de suite les traitements et qui du coup, je ne rentre pas dans la catégorie de tous ces enfants qui sont morts précocement parce qu'il n'y avait pas d'accès au traitement. C'est bien de le garder en tête, ça, parce que voilà, c'est voilà pour les traitements. Ceci dit, les traitements, 24 ans, j'ai eu le temps d'en connaître un paquet. J'ai eu le temps d'en connaître un paquet. Je suis passée par plusieurs types de traitements. C'est pas facile quand on est enfant de prendre des traitements. C'est pas facile. Quand on passe au cachet, c'est encore plus difficile. Ça va pas de soi d'apprendre à avaler des cachets tous les jours. Mais quand même, quelque chose qui est plutôt pas mal dans mon histoire, et c'est bien lié à mon histoire parce que mes parents ont suivi de près mon accès justement au traitement, que je puisse être suivie médicalement. Ils prenaient beaucoup plus soin de ma santé que de la leur, en l'occurrence. Ils m'ont appris à prendre mes médicaments comme on apprend à tous les enfants à se brosser les dents. Conclusion, pour moi, c'est un acte quotidien totalement banalisé. Donc pour moi, prendre mes médicaments, c'est vraiment... j'y pense pas. J'y pense pas, c'est un automatisme maintenant. C'est pas le cas de tous les patients. Ce traitement peut être lourd en effet secondaire, peut être lourd juste parce que symboliquement, si je prends un traitement, ça me renvoie à l'idée que j'ai un virus, que je suis malade, etc. Donc il y a un refus. Et donc c'est comme ça qu'on a beaucoup aussi de patients qui ont accès au traitement, certes, mais où la prise de traitement est très difficile et peut devenir irrégulière. Sauf que si elle est irrégulière, ça pose problème parce que ça laisse le temps à notre cher virus de muter. Et donc le traitement n'est plus forcément efficace. Ça c'est vraiment c'est un gros problème aujourd'hui, on parlait dans les freins tout à l'heure. C'est un vrai problème au niveau de l'accompagnement des patients pour vraiment tenir sur la prise des traitements. L'accès au traitement ne suffit pas. Voilà. Mon traitement aujourd'hui coûte à la sécurité sociale, puisque je ne rembourse rien, puisque je suis en France. Mon traitement par mois coûte 6 000 €. Je vous le dis comme ça rappelle bien que
ça a un coût. C'est une chance en France d'avoir accès au traitement, d'avoir la sécurité sociale et de pouvoir y accéder gratuitement. Si on était dans un autre système, je pourrais sans doute pas me soigner. D'accord ? Voilà, ça c'est... Voilà. Je vous parlais des traitements. Alors pourquoi plusieurs traitements pourquoi je passais par plein de traitements? J'ai eu des périodes de ma vie où j'avais 10 cachets le matin, 10 cachets le midi, 10 cachets le soir. Aujourd'hui, j'en ai 4 par jour. Merci la recherche. Non mais voilà, c'est quand on a 10 ans, s'avaler tous ces cachets, c'est dur. C'est dur, c'est long, c'est aussi à l'école, qu'on le veuille ou non, secret médical ou quoi, ce que vous voulez, mais si vous avez une prise le midi, ça veut dire que tous les midis, vous êtes repérés par tous vos camarades parce que tous les midis, vous avez un rituel, vous allez à l'infirmerie. C'est un détail, mais ça vous distingue du reste des enfants. Ça veut dire aussi ces traitements, parfois des traitements, on les prend, mais pour autant, les résultats sont pas satisfaisants. C'est-à-dire que le virus, il est toujours là. Le taux de virus, on va dire, il est toujours là et en plus il est élevé. Et puis les défenses immunitaires, elles traînent un petit peu à se mettre en route. Donc en plus on se dit, bon alors je m'avale ces cachets, mais pourquoi faire pour rien, au final ça n'a pas d'efficacité. Donc gros risque de se dire, bon ça vaut pas le coup et j'arrête. Surtout pas, puisqu'après il mute. Donc ça c'est une information que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Le virus pouvait muter et c'était très important de bien prendre son traitement. Je pense que dans les points qu'on pourrait faire justement, l'accompagnement des patients d'un côté plus humain et plus concret, justement dans le quotidien et des effets que ça peut avoir le traitement au quotidien, ça ce serait très intéressant. Parce que je peux vous dire que le jour où j'ai appris ça, j'ai plus jamais loupé aucune prise. Jamais. Mais voilà, je l'ai su que très tard. J'ai mesuré l'importance que très tard. Parce que voilà, dans une conversation, le médecin s'en est rendu compte parce que je suis très proche de mon médecin. Ces médicaments, j'ai changé aussi parce que certains, mon corps ne les supportait pas. On le disait tout à l'heure, chaque personne est différente. Donc chaque personne a ses propres ressources, sa propre énergie pour lutter contre le virus, mais aussi dans la tolérance à certains traitements. J'ai des traitements qui me faisaient vomir, j'ai des traitements qui me faisaient mal au ventre. J'ai eu des traitements comme ça, c'était juste insupportable. Au quotidien, ce n'était pas possible. Voilà. Il y a des traitements qui m'ont fatiguée, beaucoup aussi. Ça, c'était la réalité. Aujourd'hui, je ne saurais pas trop vous dire, parce que sur la fatigue, je ne sais pas si c'est moi qui fais trop de choses ou si c'est le traitement. Et comme je suis sous traitement depuis que je suis née, je ne saurais pas faire la différence aujourd'hui. Mais si du jour au lendemain, vous devez avoir un traitement, et notamment les traitements post-exposition, sachez que ce sont quand même des traitements qui sont lourds et forts. Donc, vous allez beaucoup dormir. Dans les effets secondaires, il y a d'autres choses. Alors là, vous ne voyez pas trop. Moi, mon traitement, par exemple, dans les effets secondaires, il augmente mon taux de bilirubine. C'est lié au foie, ce qui fait que j'ai souvent les yeux jaunes. Pas d'inquiétude, mon foie va bien, mais j'ai souvent les yeux jaunes. En soi, fondamentalement, c'est pas un gros problème pour moi. Si tous les jours on me faisait la réflexion, ah dis donc, t'as les yeux jaunes, t'as l'air malade, t'as le teint blafard, etc. Ouais, là ce serait pesant. Moi j'ai de la chance pour le coup, donc j'ai souvent les yeux jaunes, mais ça s'arrête là et ça ne me dérange pas plus que ça. Dans les effets secondaires, j'ai eu la lipodystrophie. Ah, qu'est-ce que la lipodystrophie, vous savez? Alors, lipo, ça vous fait penser à quoi? Ouais. En fait, c'est la mauvaise répartition des graisses. Donc, il y a certains traitements qui ont eu ces effets secondaires de modifier en fait la silhouette, l'apparence des gens. Donc, soit de creuser les joues, par exemple, et d'amaigrir les bras, les jambes, puisque la graisse se répartissait ailleurs. Soit comme moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que toute ma... Alors, c'est plus le cas de ces traitements-là, mais ceux que j'ai eu pendant des années,
font que toute ma graisse est répartie dans mon visage et dans mon ventre. Rien dans les seins, rien dans les fesses, donc absolument inutile, vous comprenez bien. Aujourd'hui, j'en rigole, je peux vous dire qu'à l'adolescence, j'en rigolais pas du tout. Parce qu'à l'adolescence, on a des chers camarades qui pointent là où ça fait mal, qui pointent vos défauts là où ça fait mal, et qu'est-ce qu'on vous renvoie? C'est bah oui, mais t'as qu'à faire plus de sport, t'as qu'à mieux manger, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais t'es grosse, oui, mais t'es ceci, etc., etc. On est tous passés par ces moments un petit peu difficiles. Sauf que moi je leur répondais quoi? Bah non, c'est pas de ma faute, c'est mon traitement, c'est parce que j'ai le sida. Bah non, parce qu'à l'école on répond pas trop ça. Parce qu'on a quand même intégré l'idée que c'était totalement tabou, qu'il y avait un gros risque de rejet de la part de ses camarades, donc non, on n'en parle pas et on prend son mal en patience. Voilà comment ça se passe. Mais c'est des mots qui blessent gratuitement. Et sur lesquels on n'a absolument aucun pouvoir, aucune action, puisque du coup c'est les effets secondaires du traitement. Moi j'ai la chance de ne pas être trop gênée. J'ai une amie qui est séropositive, son traitement a eu vraiment un impact sur sa silhouette, au point elle a les jambes tellement maigres qu'elle est obligée de faire des chaussures sur mesure, ce qui n'est pas spécialement pratique, qu'il faut quand même avoir un peu plus de moyens pour pouvoir assurer sa garde-robe en chaussures pour l'année quand on est une femme, voilà. Mais elle était tellement complexée qu'elle a dû se faire des implants aux fesses. Parce que voilà, ces traitements ont eu vraiment un impact, modifié vraiment considérablement son corps. Son corps c'est une chose, mais l'impact psychologique pour elle de son changement d'image, etc., a été tel qu'elle n'a pas trouvé d'autre moyen que de passer par la chirurgie esthétique pour supporter ce changement d'apparence. Donc c'est aussi une réalité dans les traitements. Un jour j'ai eu un super traitement. Alors d'où il venait celui-là, je ne sais pas, mais super traitement, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a eu un nouveau traitement et je me souviens encore, mon médecin m'avait envoyé un courrier avec un petit post-it sur lequel était écrit « Tout va bien, ça y est ». Un peu, mais vos T4 sont au top et votre charge virale est indétectable. Alors comme ça c'est du charabia. Il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer sur un mot comme ça, mais si. Ça voulait dire quand même que mes défenses immunitaires, ça y est, elles remontaient. Et comme c'est un peu un système de balancier, si les défenses immunitaires remontent, le taux de virus baisse, réciproquement. En gros, c'est comme une balance. Ma charge virale indétectable, ça veut dire que le virus était tellement bien contrôlé par le traitement qu'il était en quantité suffisamment infime dans mon corps pour qu'on le voit encore parce que j'ai quand même le VIH. Et les années durant, il se trouve que ça c'était il y a 10 ans de ça, et depuis j'ai eu aucun souci de ce côté-là. Et une grande chance, c'est que maintenant ma charge virale est indétectable et l'état d'avancement des recherches, etc., fait que non seulement, alors il y a plein de conditions. Il faudrait reprendre dans une recherche, je ne peux pas tout vous les dire comme ça de tête, mais je ne suis pas contaminante, je pourrais, je dis bien pourrais, c'est pas un hasard, avoir des relations sexuelles non protégées avec mon partenaire, par exemple. Je dis pourrais parce que c'est un taux, donc ça évolue. Et je ne vais pas faire des prises de sang tous les jours pour vérifier où j'en suis dans mon taux. Donc, le risque zéro n'existe pas, donc voilà, j'ai fait le choix, préservatif, et je n'arrête pas, etc. Mais ça veut aussi dire que je vais pouvoir avoir un enfant sans contaminer mon partenaire. Mon enfant je pourrai avoir un enfant qui sera séronégatif, d'accord, qui ne sera pas contaminé non plus, grâce à l'état d'avancement de la recherche. Maintenant, il n'y a que 1% des bébés issus de parents, l'un des parents est séropositif, qui naît contaminé, évidemment, une fois de plus, à partir du moment où il y a une prise en charge de la famille, en l'occurrence. Ça, c'est énorme en termes de changement
Parce que moi j'ai grandi dans une adolescence en me disant peut-être que j'aurai jamais d'enfants. Ou peut-être, du moins, je veux des enfants, je veux qu'ils aient mon sang, c'est-à-dire je ne voulais pas spécialement adopter, mais je veux pas qu'ils aient ce qu'il y a dans mon sang. Sauf que ce concept, à mon adolescence, était, d'un point de vue médical, totalement impossible. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de doutes. Il n'était pas impossible, il y avait beaucoup de doutes. Et moi, ça me préoccupait beaucoup. Maintenant, on en est dans autre chose. Ce qui fait que pour moi, la priorité, contrairement à mes parents, qui, je vous le rappelle, n'avaient pas accès au traitement, contexte où les personnes qui avaient le sida mouraient, c'était clair. D'ailleurs, je suis née, on a dit à mes parents, à 5 ans, votre enfant sera morte. Ça n'a pas été le cas, j'ai eu les traitements, etc. Mais c'est quand même dans cet état d'esprit que j'ai grandi. Moi, aujourd'hui, ma priorité, 2014, le coup n'est plus de survivre, ce qui était le cas, je vous rappelle, il y a 25 ans. Ce qui était le cas, c'était la survie. Moi, c'est plus ma priorité. Maintenant, c'est d'améliorer ma qualité de vie. Donc, amélioration des traitements, du quotidien, etc., etc. Voilà comment, dans le quotidien, on a eu une conversation tout à l'heure à propos des traitements, et c'était très intéressant parce que finalement, comme je vous disais, pour moi, c'est totalement banal de prendre un traitement. Mais finalement, pour moi, la difficulté, c'est en termes, ça vous paraître étrange, mais c'est organisationnel. Mon traitement, je peux l'avoir que tous les mois, une fois par mois, pharmacie. Et pour moi, la difficulté, c'est de devoir anticiper que je ne vais plus avoir de traitement pour aller à la pharmacie, reprendre mon traitement, qui parfois est en rupture de stock, donc il faut le commander, etc. etc. Ça me pose plus de soucis que de prendre mes cachets, comme certaines femmes prennent la pilule tous les jours. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors en fait, nous on a décidé de vous inclure aussi dans le débat parce qu'on s'est dit que ce serait le plus intéressant. Donc on avait un certain nombre de questions et on aimerait avoir votre avis et ensuite on demander à nos deux invités de nous apporter plus de précision, de vous corriger ou de donner les bonnes informations. Ouais, il y a un certain nombre de réponses qui ont été données dans l'intervention, mais déjà, est-ce que vous savez combien de temps quel est le temps nécessaire aujourd'hui entre la prise de sang ou le test et le résultat donné? Un temps moyen et puis un temps minimal. Combien? Une semaine. Ouais, c'est une semaine. Vous n'avez pas eu une séance de dépistage ici? C'est immédiat. Bon, vérifiez, non? Ça dépend. hein. À l'hôpital, c'est 5 jours et dans un laboratoire, c'est 2 jours. Bah, il y a des tests rapides qui vont se réaliser de plus en plus, qui permettent ça une demi-heure. Juste au VIH. Pour savoir si on est... C'est que nous on rajouter les temps administratifs. Là, oui. C'est peut-être un peu bête, mais le virus peut sommeiller pendant combien de générations? Par exemple, est-ce qu'au bout de 5 générations... Génération de qui? Par exemple, parents, grands-parents, enfants. Oula. Est-ce que si nos arrière-grands-parents avaient le sida, on peut avoir le sida Bah, sans savoir? Là, je pense qu'on a bien évoqué l'état de l'évolution, en fait. On arrête ce passage générationnel, en fait, avec des traitements. Quand une maman accouche, il y a des traitements qui empêchent le bébé de naître maintenant. Donc le bébé qui peut naître là, et c'est en négatif. Et maintenant, à la naissance... Maintenant, quand on a accès, enfin non ici, ou quand on a accès aux drogues, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques années, l'Afrique du Sud à un moment donné. Alors, le traitement le moins cher, c'est l'AZT. D'abord, ça ne marche pas très bien parce que le virus mute. Donc, c'est pour ça qu'on prend plusieurs cachets, ce sont plusieurs drogues qui attaquent le virus de différents côtés.
L'AZT attaque seulement un côté, une enzyme, ça s'appelle la transcription. Donc, mais même l'AZT, qui maintenant est passé en générique, il y a des fabricants en Inde qui peuvent le fabriquer avec un coût de 1 euro. C'est énorme. Eh bien, cela bloque à 95, je pense, la transmission mère-enfant. Eh bien, la polémique en Afrique du Sud, puisqu'ils ne voulaient pas... Enfin, en Afrique du Sud, il y a entre 20 et 25 personnes qui sont infectées par le sida, donc c'est aussi un problème économique. Ils s'appuyaient sur des données totalement ridicules, en disant, enfin, qui revenaient même en arrière, on pourra l'évoquer avant, que le VIH n'était pas responsable du sida, c'était le médicament. Vous n'avez pas connu ça, hein. Dans les toutes dernières, enfin déjà au tout début en 81, on disait que c'est une maladie qui attaque les homosexuels seulement. C'était ça. Puis c'était une punition de Dieu, donc finalement, on ne peut rien faire. Et il y avait des gens, des chercheurs d'ailleurs, qui disaient, eh bien, le VIH n'est pas responsable du sida. Donc, ces médicaments, à la limite, vont vous faire plus mal qu'il bien. Eh bien, et il y avait un chercheur, notamment Duisberg, s'appelait, qui disait, je suis tellement sûr de ce que je dis, je vais m'injecter moi-même le VIH, vous allez voir. Bah, il ne l'a jamais fait, hein. On ne l'a pas encore vu. Mais c'est très dangereux, en fait, d'avoir ces discours-là, puisque les chercheurs le savent bien, c'est du pipeau, mais les gens qui lisent le journal ne le savent pas. Et peuvent finalement douter, est-ce que je prends mon cachet ou pas? Et en Afrique du Sud, les gens s'étaient appuyés dessus pour finalement ne plus donner d'AZT aux mères en train d'accoucher. C'était vraiment terrible. Donc, il n'y a pas de problème générationnel. Enfin, il y a d'autres problèmes sociétals. On pourra en discuter, mais non, le virus, on peut l'arrêter net. Peut-être aussi ce qu'il faut préciser, c'est qu'en France, quand il y a une grossesse, les femmes sont quand même super suivies, d'accord, normalement, à moins de vivre sa grossesse isolée et reclue du monde entier, d'accord, et la mère et l'enfant sont testés pour le VIH, d'accord, les tests sont bien, donc de toute façon, vous le saurez, c'est pas une... on n'est pas dans un cas où, dans certains pays, si personne demande ou exige une prise de sang pendant la grossesse ou après, du coup on est dans le flou total. Peut-être que dans ma génération, dans ma famille, il y a eu du VIH ou pas, et qu'il y a eu des transmissions qu'on sommeillait comme ça, c'est pas le cas. L'information, dans le cas d'une grossesse, on l'a, si on est du coup séropositif ou pas. On ne peut pas ne pas le savoir dans le cas d'une grossesse en France. On ne peut pas ignorer comme ça pendant des générations et des générations qu'il y a eu pour les personnes concernées, évidemment. Mais finalement, si je peux rebondir, le problème générationnel, comment est-il aperçu le VIH? Dans les années 80, 90, c'était une chose. Après, il y a les traitements. Hein, j'ai échangé avec des lycéens qui me disaient, bon, le VIH, on s'en fiche finalement. Il y a des traitements. Et tout marche, tout va bien. Eh bien non. C'est ça qui est le discours. Le VIH est tellement tabou d'un côté et banalisé de l'autre que ça redevient un problème. Et comme je disais là, il y a 6 000 cas par an, et pas que des immigrants, des cas des franco-français, qui sont détectés, dont on détecte une nouvelle infection chaque année en France. C'est énorme. Ce qu'il faut savoir aussi d'un point de vue d'évolution sociétale aussi, c'est qu'avant on ciblait donc homosexuels, prostituées, on ciblait des minorités comme ça. On s'est rendu compte, c'était faux, etc. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est, déjà, le plus de contamination, c'est au niveau des couples hétérosexuels. D'accord? Et de deux, la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est le divorce. Et le divorce et les seniors qui ont une sexualité, ma foi, plutôt active. Donc, des générations
des générations qui ne sont pas des générations préservatives, ce que j'appelle des générations préservatives. Moi, je suis née dans une génération préservative, c'était sexualité préservative, ça allait de soi, d'accord? Vous prenez des seniors qui ont des nouveaux vivants, etc., n'ont pas les mêmes réflexes, etc. Donc il y a aussi des contaminations de population auxquelles on a moins accès, ou on cible moins aussi les actions de prévention, parce que du coup on est quand même beaucoup plus axé sur l'entrée dans la vie sexuelle, et disons, beaucoup des actions de prévention sont ciblées envers les jeunes. Mais il y a cette question-là, il y a les seniors, mais il y a aussi toute la génération de nos parents, il y a aussi toutes les questions d'adultère, etc., avec justement la banalisation de pour une fois c'est pas grave, j'utilise pas de préservatif, etc. Bah oui, mais j'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme, et il suffit d'une fois pour être contaminé, puis comme le partenaire il s'est dit la même chose, etc., etc. Et il y a aussi des cas de contamination comme ça, qui sont, voilà, mais ça va très vite, et qui sont liés en fait à des transformations aussi des structures familiales finalement, et des modes de relation et de sexualité des gens. Alors en fait, moi je reviens très très vite sur cette phrase parce que je l'ai ouvert moi aussi. Et en fait, en 2009, on voit que c'est le premier patient qui est officiellement guéri du VIH, le premier bébé. Et en fait, je pense que c'est une information qu'on n'a pas tous. Et est-ce que, finalement, qui est arrivé à ce bébé? Est-ce que le VIH... 2014 ou 2009? 2009. Ah, 2009 c'est un grand. Oui, 2014, je suppose que c'est trop tôt pour avoir plus d'informations. Quand même, on en a pas mal, mais là c'est un bébé. Donc, tandis que le patient de Berlin, Timothy, je ne me rappelle plus, lui il était infecté pendant des années. Et vous voulez savoir? Donc lui, il a développé une leucémie. Et donc on l'a traité pour la leucémie. Donc comment on fait? Chimiothérapie. On enlève toutes les lymphocytes, toutes les cellules du système immunitaire, sont celles où le VIH est, finalement. Et puis, on le greffe avec un donneur dont les cellules qui possèdent une mutation. Hein, on disait les personnes ne sont pas toutes les mêmes. Non. Eh bien, le greffeur, le donateur, en fait, avait une mutation pour une protéine, un gène, qui codait pour la porte d'entrée du virus. Donc, il y a une certaine proportion parmi nous qui porte cette mutation-là, et c'est une mutation dans ce qu'on appelle le récepteur du virus. Donc, les patients qui ont cette mutation-là, eh bien, leurs cellules ne sont pas infectables. Donc, dans ce patient-là, on élimine toutes les cellules du patient par la chimiothérapie, et on les remplace finalement par celles du donneur, qui sont résistantes au VIH. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez bien, ce n'est pas un traitement qu'on peut donner à des millions de personnes. Hein? C'était un traitement classique pour un patient souffrant d'une leucémie. La chance, c'était que le donateur, en fait, avait cette mutation, qui est finalement somme toute un peu rare. Et on lui a donc finalement substitué ces cellules à lui par des cellules qui résistent. Les attitudes de rejet, des moqueries, ou si elle ne vient pas des enfants eux-mêmes, des camarades de classe, etc., des parents, des grands-parents et des autres générations autour qui portent eux-mêmes leur histoire et à très juste titre, sida, mort, bah oui, mais c'est ce qu'ils ont vécu. On ne peut pas modifier comme ça toute une expérience de vie. Oui, c'est une réalité. Et qu'il a cette influence-là des générations aussi sur le discours des enfants va avoir son impact. Donc en fait, je pense que c'est très très complexe cette question et que c'est un peu du cas par cas. Est-ce qu'on vous aide dans la façon dont vous abordez ce sujet avec vos camarades, enfin vous en particulier, parce que j'ai bien compris que ça n'avait pas été votre cas. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui on apprend qu'il est contaminé, il va avoir une aide autour de lui, que ce soit de la participation, de la part de son médecin, de quelqu'un qui va lui expliquer comment
voilà, comment aborder les choses avec les gens pour qui ça compte, ou comment se protéger face au regard des autres. Eh ben, je dirais que non, parce que si on veut une aide de ce point de vue-là, c'est la responsabilité de chaque personne d'aller retrouver cette ressource, soit auprès de sa famille, de ses amis qui le soutiennent, soit en intégrant une association qui effectivement, ce sera dans l'émission, il y en a plein d'autres, il y a Tableau Bouton, il y a le comité des familles, enfin, il y a plein d'associations qui soutiennent les patients justement dans les questionnements un peu difficiles de la vie et autour de la maladie, et notamment des annonces, etc. Le médecin, c'est pas ça son travail, c'est pas sa priorité. Il est là après pour entendre que effectivement l'interaction entre le traitement, d'avoir le VIH, ce que ça va impacter dans la vie, etc., mais aussi ce que la vie va impacter sur la manière dont on va réagir au traitement. Ça, c'est une réalité. Il est là le boulot du médecin. Mais après, c'est à chacun de trouver comment le dire, comment l'aborder, comment faire, etc. Parce qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de bonne manière de faire. Et c'est lié après à l'histoire de chacun. Je connais des familles où seule la mère est au courant que sa fille est séropositive. C'est-à-dire que même ses frères, même son père ne sont pas au courant. Mais là, il y a toute une dimension culturelle. Donc elle ne va pas du tout pouvoir faire le même choix que moi, Anne-Laure Nico, qui peut m'autoriser à parler dans les médias, parce que aussi dans mon histoire, voilà, mes parents aussi sont décédés, donc je n'ai pas aussi à préserver leurs propres secrets. Enfin voilà, chacun fait ses choix en fonction de ce qu'il est, de sa personnalité, du poids culturel. Mais effectivement, il y a des associations qui bossent très bien là-dessus et qui peuvent accompagner les patients. Mais il est de la responsabilité de chacun de solliciter. Mais le médecin peut être de transmettre les informations de l'existant, on va dire. Voilà. J'entends bien qu'il y a ça et ça qui est difficile dans votre vie, dans votre rapport à la maladie. Voilà ce qui existe aujourd'hui. Je connais telle ou telle association. D'accord. Alors j'ai une question plutôt pour M. Simarelli. Est-ce que vous diriez qu'il y a une compétition internationale entre les équipes de chercheurs pour qui sera le premier à arriver au vaccin? Et quels sont les enjeux un peu financiers autour de ce vaccin? Est-ce que, mettons, un jour où vous avez une garde de 25 jours, vous trouvez une formule qui marche, c'est quoi la prochaine étape? Vous vendez la formule à un labo à prix d'or? Enfin, du coup, c'est quoi les enjeux de la bonne formule? Donc, y a-t-il une compétition? Compétition, oui. Le milieu de la recherche est un milieu compétitif, oui. Mais aussi collaboratif, c'est un peu bizarre à comprendre pour les extérieurs. On collabore sur certains aspects, certains efforts, notamment des efforts de vaccination qui ne sont jamais tenus par un seul labo. C'est un consortium de plusieurs labos. Et puis, mais on peut toujours faire de la compétition sur d'autres sujets. C'est bizarre. Et donc oui, il y a de la collaboration là-dessus. Propriété intellectuelle, ça c'est une question de Yann Lyon, non? On l'aborde un peu. Oui, bon, c'est... Alors, si jamais c'était moi, enfin, je ne travaille pas sur le vaccin, si jamais, ça reviendrait non pas à moi, mais à mon organisme d'appartenance, l'INSERM, dans mon cas. Et puis, puisque pour développer un vaccin et donc le mettre, tester en fait chez les patients, il faut beaucoup d'argent. La plupart des laboratoires s'associent à des boîtes privées aussi. Donc là, on partage la propriété intellectuelle. Et ainsi de suite, il y a plusieurs échelons. Pour la découverte du VIH, par exemple, Pasteur avait mis en place le système du screening et même on aurait utilisé la base par ELISA et déposé un brevet, pris des royalties jusqu'à, je pense, il y a quelques années. Mais je pense que c'est pas ça le moteur de la recherche, en général. On est un peu pressé puisque je crois que nos camarades vont cours à 18h. Et juste pour conclure, comme je vous l'avais dit avant que vous entriez dans la salle, on avait fait un micro-trottoir avant cette conférence et on avait posé une question qui me semble intéressante à poser à notre public, qui est de savoir si un jour on verra la fin de la maladie
Est-ce que pour vous aujourd'hui, il y a un espoir que vos enfants ne connaissent pas le sida ou que vos petits-enfants ne connaissent pas le sida? Si vous l'avez dit d'ailleurs à un moment, vous n'aviez pas dit qu'il y avait de l'espoir. On peut le dire et pas y croire. Pour vous. Est-ce que c'est une idée que vous envisagez ou le sida de toute façon c'est là depuis que vous êtes né et puis ce sera encore là après? C'est un peu ça la question. Il y a de l'espoir, mais après, même si on trouve un vaccin, c'est pas pour autant que le virus disparaîtra. On peut quand même Le continuer. virus ne disparaît jamais, C'est pour finalement. ça. Mais on peut se protéger quand même. Oui, voilà. Le virus de l'hépatite B, il y a un vaccin qui marche. C'est pour ça. Il est pourtant là, mais il y a pourtant des vaccins, des virus qui ont disparu. Enfin, la plupart du monde. Polio, par exemple. Enfin, il y a encore des petits foyers ici par là, mais il y a des efforts d'éradication globale. Et ça marche. Ça marche. Donc pour moi, ce qui est plus important, est-ce que... Comment vous voyez en fait le sida, vous? On l'attrape comment, finalement? C'est un problème ou pas en fait, dans votre vie de tous les jours? Non. Que vous étudiez beaucoup? C'est une menace qui est constante. Oui, mais on n'y pense pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas des... On y pense vraiment. Enfin, les je sais relations pas. sont beaucoup moins saines que... Tu penses à choper le sida quand tu... Bah oui, tu penses à ça. Enfin, moi, honnêtement, ça m'obsède. Ouais, je pense que... Non, mais je sais que ça... Ce qui se lève les mains, mais après, je suis un peu hypochondriaque, mais je sais que ça m'obsède. Enfin, l'obsession, c'est peut-être un excès. Il ne faut pas excéder. Sans doute, hein, mais... Ah bah, Je trouve que c'est... Bon, là, on a les deux extrêmes, obsession et pas trop d'excès. Mais je ne change pas tous les deux. Et les autres? À mon avis, vu qu'on est né dans une génération où on a toujours entendu parler, et on a toujours l'habitude, je veux dire, le réflexe de dire mettre un préservatif pour se protéger du sida, on l'a intégré, on l'a tout de suite intégré. Ce qui fait qu'on sait qu'il y a des risques, on sait que c'est risqué, on sait qu'il faut se protéger, mais d'un autre côté, on a vécu avec, donc il me semble que c'est prégnant dans notre vie, vie sexuelle, mais ça paraît pas comme une menace particulièrement dangereuse dans la mesure où on sait ce qu'il faut faire pour se protéger, quoi. Est-ce qu'on le fait à chaque coup ou on se dit mais non, cette personne-là va bien? Ça dépend après. Ouais. Tout le monde, quoi. Ça relève un peu de notre responsabilité. Bien sûr. moi je trouve que c'est davantage les médecins qui ont l'air choqués quand nous-mêmes on est prévenus en fait. Parce que... non mais je veux dire, à chaque fois que je vais faire le test, et ben les gens s'attendent forcément à ce que j'ai fait entre guillemets une bêtise par derrière. Et vraiment on a le droit à un interrogatoire et on se sent jugé par tout le personnel médical. Alors qu'on fait un geste de prévention qui nous a été inculqué en école, que ce soit au cours des SVT et tout ça. Moi je trouve qu'on a justement été vachement encadré là-dessus. Et que ça étonne les médecins quand on va faire une démarche qui pour moi me paraît normale et qui a toujours l'air de choquer les médecins quand je leur dis bah non, je le fais juste régulièrement. Et c'est eux qui sont plus gênés que nous, c'est bizarre en fait. Si je peux raconter une anecdote personnelle, parce qu'il m'est arrivé la même expérience que Laure. Une fois, personnellement, je vous le dis, je suis phobique des aiguilles. Donc forcément, pour faire des tests anti-VIH, c'est pas super pratique. Et en pleine crise de panique, j'ai même une infirmière qui m'a dit vous êtes sûr que vous voulez le faire? Non, parce qu'il y a quand même peu de chance, hein. Vous êtes vraiment sûr? Je vais être découragé absolument de faire le Anecdote inverse, comme quoi il y a un vrai problème de formation et d'information parfois. En tout cas, une grande disparité dans l'information et la formation, puisque du coup ça concerne aussi une infirmière qui a exigé que mon père, il n'y a pas si longtemps, c'était 10 ans que ça, donc c'est pas si vieux que ça, a exigé qu'il lave ses propres couverts, parce qu'il fallait surtout pas les mélanger avec les couverts des autres patients. On ne sait jamais, il pourrait y avoir un risque de contamination à l'échelle de la clinique.
Donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que, et on le voit même là dans la perception de risque ou pas risque, oui mais on est informé, oui mais on banalise, oui mais quand même c'est là tout le temps et puis on pourrait pas s'en débarrasser de ce virus, etc. Dans les perceptions d'accès à l'information, il y a quand même une grande disparité. Je pense que ça vient de là le problème en France notamment. On a l'accès au traitement, on a l'accès à l'information, on a des programmes de prévention, on a toute une politique de santé publique, etc. Et pourtant, il y a encore des contaminations. C'est-à-dire que le problème, c'est avec tous les moyens qu'il y a, il ne devrait pas y avoir de nouvelles contaminations. Et là, le gros point d'interrogation, je crois, hein, c'est ça, mais en France, c'est comment se fait-il qu'il y ait des nouvelles contaminations? Mais, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, ça relève de la personnalité de chacun, de se protéger ou non. Et ben, c'est dans la nature de l'homme. Enfin, je pense que c'est utopique de ne plus vouloir de nouvelles contaminations. C'est-à-dire que dans la nature de l'homme, on va toujours, l'homme va toujours se dire allez, je prends le risque, et ce sera parfois à la fois trop. Et je pense que avoir de nouvelles contaminations, il y en aura. Je pense que plutôt l'objectif serait de les réduire au maximum. Enfin, je ne connais pas vraiment. Non, bien sûr, évidemment. Mais c'est beaucoup. Le nombre de nouvelles contaminations par rapport aux moyens qui sont déployés et qui sont à disposition est énorme, en fait. C'est là d'où l'inquiétude sur ces deux excès, à la fois entre banalisation d'un côté et encore, c'était le retour du micro-trottoir, encore beaucoup de préjugés et d'idées reçues fausses. De méconnaissance. Une question. Et au-delà des rumeurs, est-ce qu'on sait finalement vraiment d'où ça vient? Ah, oui, on le sait. Je veux bien savoir. Pas dans un laboratoire, c'est pas sorti du laboratoire, c'est pas sorti de l'armée non plus. Ça vient de l'évolution des primates, les singes. Les singes vivent avec ce virus depuis des centaines de milliers d'années. C'est en passant de l'espèce en espèce que ces virus-là sont arrivés à l'homme. C'est une transmission zoonotique, donc entre deux espèces différentes, qui a lieu pour prendre l'influenza. Hein. C'est pareil, c'est le même principe. Les virus ont tendance, beaucoup de virus ont tendance à changer d'hôte. Et le VIH vient des primates, des singes. On va peut-être s'arrêter sur ce point. Allez. Merci beaucoup.